Je vous avais dit que je ferais plus d'essais du récepteur SDR Play RSPEA. Je tiens parole. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Il y a quelques mois, je me suis procuré ce récepteur radio, le SDR Play RSP1A. Je vous en avais communiqué mes premières impressions dans la vidéo de découverte numéro 273. Je vous conseille grandement de la voir, cette vidéo, avant celle-ci. Je vous fournis un lien dans la description pour la vidéo numéro 273. Mes premières impressions du RSP1A étaient somme toute assez bonnes. Son prix raisonnable le rend d'autant plus attrayant. Je vous avais mentionné que je ferais une vidéo plus étoffée, question d'évaluer sa performance de façon plus élaborée. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. On va, entre autres, évaluer la sensibilité, l'exactitude en fréquence. On va constater la limite de gamme dynamique et les signaux parasites présents. Mais avant de faire des mesures, jetons un petit coup d'œil sur la composition interne du RSP1A. Alors, c'est un schéma bloc simplifié. Le port d'antenne est ici et la première chose qu'on voit, c'est une série de filtres. Il y a des filtres notch qui permettent d'éliminer des interférences, bande MA, FM et DAB. Et il y a aussi toute une série de banques de filtres, dépendamment où on se trouve en fréquence. Il y a des filtres par banque, il y en a 11 ou 12 au total, tel que je l'avais spécifié dans la première vidéo. Et par la suite, on a un premier étage, c'est l'étage de gain radiofréquence, qui est contrôlé par le logiciel. Par la suite, on fait le processus hétérodyne entre une source, donc un synthétiseur, dont le signal, je crois, est de 24 MHz, ce signal d'horloge. Synthétiseur qui fournit des signaux pour la branche I et Q, donc déphasé de 90 degrés sur le deuxième. Et donc, on aura créé un signal en quadrature et par la suite, on passera dans des filtres, les filtres IF, soit des filtres passe-bas ou passe-bande. Et on arrivera au deuxième étage de gain, qui est le gain IF. Et ça, c'est un contrôle qui est un petit peu plus caché, vous allez le voir. Donc, on a deux étages de gain contrôlés. Le gain IF peut aussi être contrôlé par le logiciel du PC pour s'assurer qu'il n'y a pas de saturation. Encore une fois, vous allez voir ça dans la démonstration que je vais vous faire. Par la suite, nos deux branches, I et Q, donc direct et en quadrature, sont échantillonnées par l'ADC, un ADC double à 14 bits. Et c'est ce train d'impulsion, ce train de bits qui est digéré par le logiciel pour faire la détection, lecture de puissance, détection, démodulation et ainsi de suite, le traitement du signal pour notre grand plaisir. Alors ça, c'est essentiellement comment le récepteur RSPEA fonctionne. Et allons tout de suite voir des premiers essais. On va vérifier la sensibilité du récepteur, donc la chaîne au complet. Alors, comme premier essai, je vais faire une évaluation du niveau minimum qui peut être reçu, donc est compris par nos oreilles. Donc, on appelle ça le MDS, Minimum Detectable Signal, signal minimum détectable. Alors, j'ai mis un signal de moins 110 dBm, donc on parle de moins qu'1 microvolt, donc c'est vraiment pas gros comme signal. Et j'ai mis le gain RF au maximum. Et on peut partir d'ici et faire une descente du signal pour voir jusqu'où on pourra décoder quelque chose ou entendre quelque chose. Alors ça, c'est le signal. Vous l'entendez assez bien, je crois. Je vais monter le volume un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais abaisser graduellement la force du signal reçu pour voir jusqu'où on va être capable de toujours détecter le signal. Alors là, je suis à moins 110, moins 115. Bon, là, je suis à moins 122, moins 123, moins 126. Moins 134, c'est pas mal. Je vous dirais, c'est pas mal. Là. Moins 130,
Moins 134, on l'entend encore un petit peu, mais même à l'écran, on ne peut pas le voir. Il faudrait le savoir vraiment qu'il y a un signal là. Donc, disons moins 133, moins 134. Mieux que 0,1 microvolts. Donc, on parle de 44 nanovolts. Donc, c'est vraiment excellent. Hein? Comme sensibilité, il n'y a aucun problème. Là, on est à 3,7 MHz dans les bandes d'ondes courtes. On va l'essayer en VHF maintenant pour voir. Sur VHF à 146,350, donc dans la bande radio amateur, je suis présentement à moins 147 dBm à la sortie du générateur de signal et ça correspond avec la lecture ici à gauche en dBm et on l'entend toujours. Vous voyez la ligne là? On l'entend. Donc si je le déconnecte, vous allez voir, vous allez le perdre. Voilà, je l'ai enlevé et je remets. Donc on pourrait dire pas mal que c'est la limite. Mais excellent, hein? Très sensible, aucune difficulté au niveau de la sensibilité. Faisons maintenant quelques mesures d'amplitude. Donc, on va mesurer la puissance en dBm, voir si ça correspond avec le générateur de signal. Notez ici que j'ai baissé le gain RF, parce que si on monte trop le gain avec un signal à moins 20, regardez, ça écrit ADC Overload. Donc, on surcharge et la lecture n'est plus bonne. Alors, ça veut dire qu'on sature l'ADC en entrée. Donc, on recule cela et on fait notre lecture et on nous donne moins 19,4 et le générateur, je l'ai mis à moins 20. Donc, c'est bon, hein? En dedans d'un décibel. Maintenant, on va descendre ça. Je suis à 100 MHz en passant. Donc, je vais descendre l'amplitude et on va voir si ça correspond bien. Je vais y aller par dizaines pour que ça aille un petit peu plus vite. Moins 40. C'est bon. Moins 39,5. Moins 70. Alors, moins 69,5. Donc, c'est très bien étalonné. Moins 90. Moins 89,4. Excellent. Moins 110. Là, on tombe dans le bruit. Alors, je vais monter le gain à nouveau. Moins 109, moins 110, voilà. Moins 120. Je regarde toujours ici dans le coin, hein? Moins 120, excellent. Moins 130. Là, ça commence à être limite, là. Moins 130, il n'est pas capable de mesurer le signal avec précision. Il donne qu'il est un petit peu plus élevé. Et en rapetissant la bande passante, vous voyez ici la fenêtre est à 150 Hz de large. Bon, ça ne fait pas la lecture à moins 137, on me donne moins 123. Donc, quand même très bon si on considère la gamme dynamique. Je suis parti à moins 20, mais on pouvait monter jusqu'à 0. On parle pour une mesure d'amplitude de signal, c'est très bien. Ça peut servir d'instrument de mesure. En tout cas, je l'ai vérifié à 100 MHz. On peut l'essayer en bande HF aussi rapidement. Voilà, je suis à 14 MHz, la bande HF. Et ce que je mesure, c'est moins 129,5 pour un signal de moins 130 sur le générateur. Alors, c'est très bien, très, très bien. On peut augmenter l'amplitude, bien sûr, pour voir l'impact que ça aura. Moins 40. Moins 40. Oui, c'est bien. C'est bien ce que l'indication nous donne. Moins 20, on va atténuer. C'est bon, à moins 20 aussi. Donc, l'étalonnage semble très bon au niveau de la mesure de puissance ou l'amplitude, si vous voulez, la force du signal. Ça remplace jusqu'à un certain point un appareil de mesure de signal, absolument, d'amplitude. Maintenant, au niveau de l'étalonnage en fréquence, j'injecte présentement un signal à exactement 100 MHz. Et on voit que pour se centrer sur le pic, on est à 100 MHz et 88 Hz. C'est moins qu'une partie par million, ce qui est quand même bien pour un petit récepteur de ce prix-là, il faut le dire. Ceci dit, il est possible d'ajuster la fréquence, de faire un 0. Tel qu'indiqué ici dans les instructions, on va voir. Alors, il s'agit de se mettre à 0 ici
Et là, le signal est quand même dans la bande passante. Si on recule, vous allez voir, le signal est dans la bande passante. On vient faire une petite routine d'autocalibration. Il s'agit d'être en AM synchrone et en mode DSB et de faire autocal et nous verrons si cela fonctionne. Oui, il l'a fait. Voyez-vous, il a tassé le pic directement sur le 100 MHz. Donc, on vient de régler un petit problème d'offset. Bien sûr, ça pourrait toujours bouger un peu avec le temps, avec la température. Donc, ce n'est pas mauvais de refaire cet étalonnage occasionnellement. On peut utiliser une station qu'on sait être très précise au niveau de la fréquence. Mais là, je viens de faire l'ajustement fréquentiel. C'est assez simple de façon automatique. Alors, le but du test suivant, c'est de voir si un signal fort, tout près, va venir déranger un signal qu'on est en train de décoder. Okay? Est-ce que ça va avoir un impact sur la bande passante, un signal qui est très près? D'accord? Alors, ici, c'est le signal qui va venir perturber. C'est simplement une porteuse. Et ici, vous allez voir, c'est un signal FSK, donc que je module. Ceux qui ont déjà écouté les ondes courtes vont avoir déjà entendu ce genre de modulation qu'on appelle le RTTY. Alors, c'est parti. Alors, c'est deux générateurs de signaux. Celui-ci, c'est le 1 et j'ai un deuxième ici et j'additionne les deux signaux simplement à l'entrée du récepteur. Bon, tant que le signal ici n'est pas très fort, tout va très bien. Il ne dérange pas du tout le décodage. On entend clairement les signaux ici qui sont assez faibles au passage. Hein. Moins 110 dBm, c'est pas très fort, mais c'est définitivement dans la portée du récepteur. Alors maintenant, je vais augmenter l'intensité par des tranches de 10 décibels du signal perturbateur pour voir comment ça va affecter le signal, la copie et la réception de ce signal qu'on entend. C'est les deux tonalités que vous entendez qui passent rapidement de l'une à l'autre. Okay. Alors, notez le plancher de bruit de chaque côté ici. Alors, j'augmente par coup de 10 décibels. On entend que le récepteur fait une légère atténuation quand le signal augmente, mais revient à une force audio qui est la même. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de perturbation. Alors, je monte un autre 10 décibels. Là, vous notez que le plancher de bruit commence à monter et qu'on a un petit peu plus de difficulté à décoder les deux tonalités. Et j'y vais d'un autre décibel et vous allez voir, ça va être très évident. Regardez comment le plancher de bruit a monté. Et on commence à avoir plus de difficulté à décoder nos deux signaux parce que le bruit s'approche des pointes du maximum. Alors, j'y donne un autre 10 décibels. Et voilà. Là, on peut dire que le signal reçu vient annuler complètement le signal qu'on décodait. Notez aussi la distance. Hein? On parle de 2 à 300 Hz ici et 600-700 Hz ici à partir de la pointe ici. Donc, c'est quand même très, très près. Mais on voit que le plancher de bruit, si on fait le calcul puis qu'on regarde l'intensité ici, on est à moins 35 environ. OK? Et si on regarde le plancher de bruit, on est à moins 120, moins 120. Moins 35, moins 120, il y a 85 décibels de différence entre les deux. Et vous allez voir que ce bruit ici n'est pas nécessairement la contribution du générateur. Pourtant, lorsque je regarde le signal en question très fort et que je le mets sur un analyseur de spectre, ce que je mesure avec 1 kHz de large de notre porteuse, c'est 100 décibels de différence entre l'intensité du signal et son bruit adjacent tout près, à quelques centaines de hertz. Donc, on parle de 100 décibels alors qu'on mesure à l'écran 85 décibels de différence. Et ça, ici en rose, c'est le bruit de fond de l'analyseur de spectre lorsque je déconnecte le signal complètement. Donc, c'est définitivement le bruit généré ici par le générateur de signal, mais on parle de 100 dB, 100 décibels de différence. Alors que c'est 85 décibels qu'on a mesuré avec le RSP1A. Pourquoi? Alors, ce qui explique cela, le fameux 85 décibels, c'est simple, c'est qu'on a
un ADC sur ce récepteur de 14 bits. Et quand on calcule la gamme dynamique d'un récepteur de 14 bits, on arrive à environ 85-86 décibels de gamme dynamique. Donc, ce que le récepteur fait, il ajuste forcément le gain de façon automatique pour ne pas saturer l'entrée. Donc, remplir complètement de 1 le signal le plus fort. Mais il fait cela au prix d'une perte de sensibilité de la partie inférieure. Donc, il diminue le gain pour ne pas saturer l'entrée de l'ADC, mais il sacrifie le niveau inférieur. Alors, ce contrôle du gain pour éviter la saturation de l'ADC, c'est un peu caché dans le logiciel. C'est l'étage intermédiaire qui a un contrôle automatique de gain lui aussi, et il est en mode automatique. Alors, j'ai mon signal très fort ici à 14 MHz, 14.1 en fait, et si j'enlève le gain automatique et que je joue avec le gain, vous verrez ici que je tombe en mode de surcharge. L'ADC est en surcharge. Alors, si je pousse un peu plus loin, vous verrez que le plancher de bruit diminue. Voyez-vous comment il diminue? Sauf que là, la lecture de mon signal n'est plus fidèle puisque l'ADC est saturé présentement. Mais le plancher de bruit diminue complètement. Alors, c'est cet étage-ci qui est activé pour s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge en entrée. Mais ceci dit, un récepteur traditionnel, lorsqu'il utilise son AGC, ferait essentiellement la même chose. Il doit diminuer le gain pour ne pas saturer ses étages d'entrée. Et ce faisant, bien, on n'entend plus les petits signaux faibles. C'est un peu normal. Donc, la perfection n'existe pas en présence des deux extrêmes. Il faut que le récepteur sacrifie. Bien sûr, si on avait un récepteur de 15, 16, 17, 18, peut-être 20 bits de résolution, en présumant que l'étage d'entrée est extrêmement silencieux et qu'on est capable d'exploiter les 20 bits, bon, on aurait une gamme dynamique plus grande. On pourrait toujours décoder nos deux pulsations ici de FSK. Alors, une autre chose qu'on peut constater, ce sont les signaux parasites. Il y en a quand même passablement. Entre autres, 24 MHz dans ce récepteur. Donc, on peut s'attendre à avoir des fréquences parasites non désirées à 24, et on le voit très bien ici, quand même assez fort, à moins 85 dBm, et à des multiples aussi, puisque le générateur d'horloge à l'intérieur forcément produit une onde carrée. Alors, si on va par exemple à 48, sans surprise, on a ici à moins 85 une autre fréquence parasite à 48. Et bien sûr, si on va à 72, oui, on en retrouve. Par contre, les signaux commencent à baisser en termes d'intensité. 72, 96, toujours là, on peut continuer. 120 MHz, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je vais, par exemple, à 360, oui, oh, puis il est très fort, à part ça, le 360, à moins 75, vous voyez. Alors, 720 MHz, oui, il y en a, et vous noterez qu'il apparaît aussi des petits, d'autres produits. 960 MHz, vous voyez, il y a toujours des signaux parasites, et on est, 40 fois la fréquence de 24 MHz. Alors, il y en a partout de ces petits parasites. Je ne vous l'ai pas dit, mais au passage, j'ai terminé l'entrée du récepteur avec une résistance de 50 ohms. Donc, il n'y a aucun signal qui est injecté présentement dans le récepteur. Alors, vous constatez qu'il y a des signaux parasites. Il y en a quand même une bonne quantité. Regardez ici, à 264 MHz, il y a quelque chose. On peut continuer comme ça. Là, si vous balayez les fréquences, vous allez voir qu'il y a des signaux parasites. Ici, à 216 MHz, il y a toute une série de signaux parasites. Alors, c'est un récepteur numérique. Ils ont fait de leur mieux pour isoler l'étage RF, pour ne pas coupler du bruit, mais ce n'est pas parfait. Ceci dit, dans un récepteur traditionnel, ce n'est jamais parfait non plus. Il y a des produits de mixage, des produits de mélange, donc des différentes fréquences oscillateurs locales, fréquences intermédiaires, et ainsi de suite, des fréquences images qui vont se trouver même sur des récepteurs traditionnels. Alors, la perfection n'existe pas ici. Il faut accepter qu'il y a des signaux parasites.
Maintenant, ces signaux parasites-là, si on utilise ce récepteur comme un analyseur de spectre, ça pourrait venir nous hanter. Il faudra faire très attention. Et dans les signaux parasites, il y a aussi des fréquences multiples. J'injecte un signal fort à 28 MHz, donc 4 MHz plus haut. Et remarquez ici 26, 22 et 20. Si je diminue l'intensité du signal à 28 MHz, regardez, ces pointes-là disparaissent, sauf celle à 20. Mais vous voyez ici qu'il y a donc, sans qu'il y ait saturation, l'ADC n'est pas saturé, mais il y a quand même production de signaux parasites un peu partout dans la bande. Donc, ça n'aime pas les signaux trop forts. Alors, une autre chose qu'on peut vérifier, ce sont les fameux filtres Notch. Donc, ce sont des filtres qui sont faits pour éliminer les interférences de la bande AM et de la bande FM. Et en plus, il y en a un autre pour la bande DAB, mais ici, en Amérique du Nord, on n'a pas cette bande utilisée. Alors, pour vérifier, tout simplement, j'y injecte un signal à 1 MHz, et on le voit bien ici, il est à moins 35, donc moins 36, et en embarquant le filtre, qui est en plein milieu 1 MHz, c'est en plein milieu de la bande AM, si je mets le filtre, ça baisse à moins 72. Il y a donc une atténuation de 36 décibels du signal grâce au filtre intégré. Et c'est un filtre fait de bobines et de condensateurs là, dans l'appareil lui-même. Ce n'est pas un filtre logiciel là, par le logiciel SDR Uno. Donc, c'est très utile pour éliminer les interférences si vous habitez en ville ou très près d'un émetteur AM ou FM. Alors, ça, c'est la bande AM. Et on peut faire le même essai sur la bande FM à 100 MHz, en plein milieu de la bande. J'injecte un signal présentement à moins 33 dBm, donc c'est un signal très fort. Si j'embarque le filtre Notch, eh bien, on tombe à moins 90. C'est donc dire, on parle donc de 57 décibels d'atténuation pour le filtre de la bande FM. Donc, ce sont des filtres très efficaces. Puisque 30 et quelques dB ou 40 quelques dB, 50 dB, c'est énorme comme différence là, pour éviter de saturer l'entrée d'un récepteur. Donc, très utile ces filtres. Sinon, il faut se bâtir des filtres extérieurs. Si on a une interférence qui est autre que sur ces bandes-là et que ça nous dérange, ça nuit à la réception, on peut se bâtir des petits filtres, comme j'ai déjà fait dans une vidéo passée. Des filtres LC construits à la main avec condensateur et petite bobine. On peut le faire en montage en surface, on peut se bobiner nous-mêmes nos bobines. Évaluer la performance d'un récepteur radio est presque devenu une science. De nouvelles techniques de mesure sont régulièrement proposées, question d'être plus représentatif des vraies performances de la radio. Il y a donc une foule d'autres essais qu'on aurait pu faire, mais j'ai tout de même fait ressortir l'essentiel des atouts et des faiblesses potentielles du récepteur SDR Play RSP1A. En quelques mots, c'est un récepteur très sensible avec une gamme dynamique très convenable découlant de son ADC de 14 bits de largeur. Son logiciel de contrôle SDR Uno est vraiment bien appairé aux caractéristiques du récepteur et il offre tout ce qu'on cherche d'un logiciel de contrôle SDR. Le récepteur lui-même montre cependant une propension à la surcharge de l'ADC et à la génération de signaux parasites en présence de signaux forts. Notez que tous les récepteurs, peu importe leur topologie, souffrent en présence de signaux forts, mais certains souffrent plus que d'autres. Il faut donc savoir reconnaître les conditions de surcharge pour minimiser ces effets. Diminuer les gains RF et IF, atténuer le signal avant de l'injecter dans le récepteur, utiliser le filtre intégré de réjection de la bande AM ou FM, ou bouger la fréquence de l'oscillateur local par rapport au signal désiré. Alors, il va sans dire, les radios SDR ont atteint des performances qui les rendent presque incontournables de nos jours. Ce récepteur est une excellente porte d'accès à la réception radio SDR. Étant donné son prix bien raisonnable et son excellente versatilité, je n'hésite pas une minute à recommander le RSP1A
comme récepteur d'écoute générale. Un petit commentaire en terminant au sujet du logiciel d'analyse de spectre disponible sur sdrplay.com pour cette radio SDR. Je ne l'ai pas encore utilisé et clairement, il y a trop de matériel pour cette vidéo-ci. Mais mon ami Jacques l'a essayé, ce logiciel d'analyse de spectre. Sa première impression est que le logiciel est assez fonctionnel, mais que les signaux parasites qu'on a vus précédemment, qui sont présents un peu partout, rendent les lectures un peu difficiles à interpréter. La question qui revient souvent, c'est est-ce un vrai signal ou c'est un signal parasite? N'empêche, il faudra que je l'essaie et que je vous revienne là-dessus. Bien voilà, ici, ça se termine pour cette vidéo d'analyse du SDR Play RSP1A. J'espère avoir pu mettre en lumière les performances et les faiblesses de ce petit récepteur SDR. Si vous avez apprécié cette vidéo, considérez me soutenir par l'entremise d'un petit don, ce qui me permet de vous montrer et d'analyser des items comme le RSP1A. Plus de détails dans la description sous cette vidéo. Merci et à la prochaine!